Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de Tout en haut du monde, un film sorti en 2016 de Rémi Chaillet avec les performances vocales puisqu'il s'agit d'un film d'animation de Krista Terray, Féodor Atkin, Thomas Sagols entre autres. Il a un petit budget de 6,4 millions d'euros, mais il a été particulièrement apprécié par la critique et au Festival d'animation d'Annecy, il a reçu le prix du public. Il dure 1h20 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, c'est l'histoire de Sacha, une petite fille qui voit son grand-père partir à la conquête du pôle Nord. Des années plus tard, elle part à la recherche de son bateau pour redorer le blason, le nom de sa famille déshonorée. Alors, c'est une critique qui n'était pas du tout prévue. Mais il m'est arrivé un truc très particulier. Il y a un membre de l'équipe du film qui m'a contacté sur Facebook, Lian Cho, je te remercie, qui est le superviseur du posing, j'en parlerai juste après, de l'animation et du dessin d'animation, en tout cas c'est ce qui a marqué dans les crédits sur le dossier de presse, qui est venu me voir pour que je parle du film. Bien sûr, c'est un film d'animation à petit budget, la promotion n'est pas évidente pour dégager du budget pour parler du film, et donc pour faire face à des blockbusters écrasants, comme Zootopia qui arrive très bientôt, eh bien on fait ce qu'on peut et contacter aussi des youtubeurs, c'est une façon de faire. Au départ je voulais pas, mais je vous le dis, je ne voulais pas parce que c'était pas prévu dans le programme. Pour dire plus grossièrement, j'en avais rien à foutre du film, et comme beaucoup de films qui passent, moi je peux pas tout voir et ma chaîne n'est pas prévue pour voir tous les films qui sortent. Mais étant donné que c'est la première fois qu'on vient me voir pour parler directement d'un film, c'est-à-dire qu'un membre de l'équipe me contacte, voilà, c'est une première opportunité de ce type. Alors j'ai pesé le pour et le contre et j'ai demandé conseil à des proches et on m'a dit que c'était plutôt intéressant pour moi. Et puis ça me permettra aussi de discuter avec la personne et c'est ça aussi qui m'a décidé. Alors je me suis dit allez c'est parti, je suis allé le voir et c'était bien agréable. Mais agréable mais avec un sentiment de malaise. Et pourquoi donc ? Parce qu'avec ce film, je me suis rendu compte à quel point j'étais standardisé par les productions américaines avec leurs effets spectaculaires, parce que ce film, c'est pas du tout ça. Alors, la vidéo ne sera pas forcément très longue, mais ce qui va l'allonger, ce sont les différentes informations sur le film que j'ai pu trouver sur le web, mais aussi suite à la conversation que j'ai eue avec Lian Cho, que je remercie vraiment beaucoup de m'avoir contacté. Donc il y a pas mal d'informations aussi sur la conception du film, sur aussi des financements, des choses, comment on organise le financement d'un film et comment on organise la logistique autour d'un film à petit budget qui veut quand même faire une animation de qualité. Alors on va voir ça dans la vidéo. Pour commencer sur quelques points, on peut dire que ce n'est pas un film de référencement. Souvent, le cinéma américain joue beaucoup sur la référence, c'est-à-dire un passé du cinéma qui devrait se retrouver dans le film et que le spectateur pourra repérer. Eh bien ici, c'est pas vraiment le cas, c'est plus diffus, c'est plus fin. C'est plus peut-être dans des influences graphiques ou dans des effets de mise en scène. J'avais lu par exemple qu'il y avait une influence éventuelle du film Le Guépard de Visconti pour une scène de danse, une scène de bal. J'ai pas vu le film, mais je vous l'indique comme ça, ce qui est ressorti pour la scène de la soirée au début du film. Les gens qui ont vu Le Guépard, confirmez-moi un petit peu tout ça, si vous avez pu voir Tout en haut du monde. Il est encore un petit peu en salle, mais pas tant que ça, donc je vous invite à aller le voir, c'est un bon film. Et c'est aussi un film qui se passe dans un contexte dont on n'a pas vraiment l'habitude, une histoire en Russie. 19e siècle à Saint-Pétersbourg. Ça le rend tout de suite beaucoup plus exotique à nos yeux. C'est une quête d'un personnage féminin. Un personnage féminin qui va grandir au fur et à mesure de l'aventure. C'est une très bonne leçon de vie. Le film véhicule de très bons messages, tout en présentant une histoire romanesque. C'est un film d'aventure, mais ça se sent que le réalisateur il a voulu faire une épopée d'aventure, avec des fois un peu de suspense. Il y a une scène de suspense sans musique quand ils arrivent à destination qui est assez excellente. Moi j'ai pris un petit peu mon pied à ce niveau-là. C'était un voyage bien agréable avec bien sûr, dès qu'on met une femme comme héroïne, surtout voilà une très jeune femme, elle doit avoir peut-être 14-15 ans, eh bien ça dynamise toute une série de relations, un rapport compliqué avec les adultes, que nous faisons encore passer dans ce film comme étant
l'adulte est, elle, encore une enfant. Donc il y a des rapports paternels, maternels, qu'on revoit au-delà de la famille au départ dans le film, mais qu'on revoit avec des personnages comme la patronne d'une taverne, hein, bien sûr rapport enfant-adulte, femme-homme, aristocrate et marin, peuple, la plèbe. Mais oui, c'est un peu ça. Donc il y a plein de rapports réguliers qu'on voit dans le cinéma qui stimulent ici la narration, le rapport entre les personnages. C'est une simplicité, mais ce n'est pas une faiblesse. La question de la narration se posait quand même parce que est-ce que c'est un film destiné aux enfants ou aux adultes ? Je dirais que ça met en scène d'abord une enfant, donc les enfants peuvent s'attacher à ce personnage, mais c'est aussi dans un contexte et surtout avec peut-être éventuellement des rapports et une quête qui peut aussi toucher un petit peu plus éventuellement les adultes. Donc je pense que le film est un mélange plutôt réussi entre des choses pour attirer les enfants, pour faire en sorte que les enfants soient intéressés par le film, et des choses un peu plus adultes. C'est un scénario aussi qui a été raccourci par l'animation, c'est-à-dire que l'animation a contraint des éléments de scénario, des disparitions de scènes par exemple, qui a laissé des blancs pour que le spectateur imagine la suite. Ça c'est ce qu'on dit souvent en conférence de presse, on a laissé des blancs pour que le spectateur imagine, mais après c'est qu'on n'avait pas le budget pour le faire. C'est un peu ça. Et il y a aussi eu des coupes. Dans le making-of, dans la deuxième partie du making-of, vous pouvez le voir sur Facebook, il parle d'une scène avec une baleine qui n'apportait rien au récit et qui générait des coûts supplémentaires pour être fabriquée. Donc on peut voir le passage avec des dessins préparatoires, mais cette scène n'apparaît pas par exemple dans le film. Donc ce sont ce genre de coupes de scènes qui ont été enlevées pour gagner de l'argent à mettre sur d'autres scènes. Ce que je peux éventuellement reprocher, mais ça n'engage que moi, c'est que j'ai vu beaucoup de fois ce mécanisme, voilà, que la fille, personne ne la croit quand elle dit qu'elle va retrouver la trace du bateau de son grand-père, elle a les plans et tout ça, et elle, bien sûr, elle essaye d'être contre vents et marées, elle a plein de problèmes et tout ça, je l'avais déjà vu dans différents dessins animés, même dans des films, donc j'observais plus le film que je n'étais dedans. Mais mon intérêt a grandi en fait quand on arrivait dans quelque chose qui échappait au code de représentation, c'est-à-dire quand elle arrivait à destination. Ah bah là, on sait pas trop ce que ça va donner. Donc dès qu'ils sont en fait dans le navire, ça devenait déjà plus intéressant. Mais tout ce qui était du départ, c'est-à-dire de la situation de départ, avant vraiment l'aventure, ça me faisait chier. Je dis pas que le début c'était mauvais, il fallait bien commencer quelque part, mais quand vous connaissez un peu les structures de scénario, j'attendais un peu que ça passe. Parce que je savais que le film allait proposer d'autres choses plus intéressantes après. Et même visuellement, beaucoup plus intéressantes. Et c'est vrai, c'est le cas par la suite. Pour continuer sur le scénario, il y a aussi une petite chose qui m'a gêné, c'est vers la fin du film, sans vous dire trop ce qui se passe, on quitte le gros de l'équipage un instant. Les mecs sont à bout de force, ils sont en train de se bagarrer parce qu'ils sont dans le grand nord. Dans le pôle nord, il fait froid comme tout, alors que les mecs, ils en peuvent plus. Ça fait des jours qu'ils marchent. Et il y a une scène, voilà, où il y a des retrouvailles entre les différents membres de l'équipe. Et là, tout d'un coup, ils sont bons, ils sont ok, ils ont de nouveau de l'énergie. Et surtout, le capitaine du navire, qui était vraiment mal au point, il est encore là, il est encore bon et il va vivre jusqu'à la fin. Je trouve que c'est une convention de narration du film qui est un peu grossière, mais bon, après il faut l'accepter, mais ça m'a frustré. Parce que la descente des personnages, la descente de la psychologie et la dureté du voyage est très bien retranscrite. Et tout d'un coup, tout ça est effacé après une petite péripétie. Mais bon, je trouvais que voilà, peut-être le revirement de situation était un peu trop facile. C'est là où je me posais la question de la narration. Est-elle destinée aux enfants qui, eux, ne remarquent pas ce genre de situation et sont très agréablement amusés par ce genre de revirement et tout d'un coup, il y a de nouveau de l'espoir. Voilà. Mais c'est un espoir qui arrive un petit peu comme ça, trop rapidement et la fin, c'est une précipitation. Elle est très brusque. Enfin, pas vraiment, mais elle se termine rapidement. Elle se termine en fait quand l'héroïne a atteint son objectif. Le reste des intrigues trouve son point final dans le générique avec des photos comme ça qu'on voit où on a comment ils arrivent à revenir en Russie. Je pense que c'était l'objectif de Sacha qui devait être réussi et accompli pour que le film se termine. Parce que le film se concentre vraiment sur elle. Dès le 2e ou 3e plan, on a une immense amorce de bateau qui se dégage du plan vers la droite et on dévoile Sacha toute petite.
Donc le film, très vite, prend la position de notre héroïne. Je fais ce petit reproche parce que j'aurais souhaité éventuellement voir ces marins, quand même conçus depuis un moment, avoir cette fameuse récompense pour avoir retrouvé le bateau de la famille, le bateau du grand-père. Vraiment, dans une scène, les voir se faire récompenser. Donc, c'est encore une fois, c'est un petit peu frustrant, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu leur récompense qu'ils ne sont pas bien traités dans le film. Ils sont bien caractérisés. Et surtout, étant donné que voilà, il y a une animation qui contraint, eh bien, ils n'ont pas caractérisé par des traits du visage très travaillés, tout ça, mais plus par le mouvement, le geste. Le capitaine, par exemple, le capitaine du navire, c'est une figure de l'autorité. Il est très monolithique, il ne bouge pas beaucoup. Donc ça lui donne un aspect, une teinte austère, mais ça donne aussi quelqu'un qui est sûr de ses mouvements, grand et autoritaire. Et là, ça marche très bien. Tandis que le mousse du navire est très mobile, il bouge un petit peu partout, il est impatient, il est jeune. Voilà, donc je trouve que ça correspond aussi, que le mouvement des personnages correspond à leur psychologie. Et par cette astuce, on fait moins d'effets de style sur le visage, mais par le geste, on dit quand même ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est tout bon. Il y a aussi une chose qui est très intéressante avec les personnages, et ça, je trouve ça vraiment bienvenu, c'est qu'il y a de l'humour. Aucun souci, mais qui n'est pas véhiculé par des persos dont c'est la seule fonction d'être comique. Ce sont des situations qui créent le rire. Aucun personnage n'est le véhicule unique de l'humour, comparé à d'autres, par exemple les Disney, qui sont des spécialistes avec un mec qui fait que de l'humour, et ça c'est super saoulant. Alors que même dans la vie réelle, on ne fait pas ça, il n'y a pas un mec qui est le dingo de service. Non. Donc là, c'est distillé dans des situations, dans des petites scénettes, des petits gestes, des petites attentions et intentions. Et aussi quelque chose d'autre, ça j'y suis très sensible, ce sont les situations embarrassantes. Moi j'ai toujours ressenti ça, quand même maintenant, des situations qui sont très embarrassantes, j'éprouve vraiment deux angoisses. Parce qu'après ça me renvoie à comment je réagis en vrai. Donc il y a des situations embarrassantes, mais qui se terminent avant que ça devienne insupportable. Ils sont dans une scène, au début du film, comme ça je vous spoil pas trop, une scène de bal. Voilà. Et il y a un truc qui se passe, qui fait partir un grand représentant, un gouverneur je crois, qui trouve scandaleux le comportement de la fille de la famille. Donc comme ça il dit, c'est un scandale et tout ça, je pars de ce pas. Et alors tu vois le mec partir, t'as tous les gens qui regardent la scène et qui sont un petit peu apeurés, qui commencent à partir. Et bien sûr t'as la famille qui veut pas que le bal s'arrête. Donc ils sont en train de dire, mais revenez. Et voilà, ça c'est de la situation embarrassante, de la situation gênante. Mais la fille, elle va avoir son coup de massue, pas dans la même scène, mais dans une scène suivante, quand ils sont entre eux, dans la famille, là sous une serre, voilà, il y a une scène très très violente qui éclate, mais c'est juste au sein de la famille. Et c'est ça en fait que je trouve bien, c'est que la scène ne fait pas du trop plein dans l'émotion violente, parce que bien sûr ça, l'enfant il le reçoit de plein fouet, s'il est un petit peu sensible et qu'il peut comprendre la situation, c'est horrible à voir. Il ne va pas jusqu'au bout, et je trouve que c'est plus agréable à supporter que si c'était vraiment tout concentré dans une seule scène. Je pense que pour l'enfant, ça lui renvoie aussi à des situations embarrassantes, des parents qui le grondent, et si ça lui est trop rappelé dans le film et sur des situations qui sont trop longues, je pense que ça peut le mettre mal à l'aise. Sacha, c'est l'ignorante, elle ne sort pas de son palais, et là c'est une quête initiatique à la recherche de son grand-père qui va la faire grandir. Olokin, je crois que c'est le nom de son grand-père, qui est un explorateur, et elle cherche à être un petit peu dans ses pas. Elle cherche son bateau, le Davai. Elle est inspirée par lui. Elle doit aussi faire le deuil. Elle apprend la vie et devient une adulte à la fin du film. Il y a une évolution du personnage qui est vraiment notable. Aux différents contacts des différentes classes, bien sûr, des classes sociales. Différents types de points de vue sur ce que doivent être aussi les femmes. Elle ne souhaite pas réaliser le vœu de son grand-père, elle souhaite retrouver le navire pour restaurer l'honneur de sa famille. Nous allons parler maintenant dans cette deuxième partie de la vidéo de l'animation. Alors un gros pavé, c'était le premier long métrage d'animation de Rémi Chaillet. Avant il était assistant réalisateur. J'ai lu que Rémi Chaillet était allé en Russie, comme beaucoup de films d'animation. Je ne vous l'apprends pas, si vous avez suivi mes vidéos sur Disney, vous le savez. Il y a toujours beaucoup de documentation sur les lieux, sur les costumes, les bâtiments, le bateau.
On a tendance à l'oublier aussi, c'est qu'il y a une production à petit budget sur l'animation. L'animation, le dessin, ce n'est pas que Disney, Pixar, Ghibli, Blue Sky et DreamWorks, il faut arrêter, il y a aussi des productions européennes. Il y avait un producteur, Ron Diens, qui a produit le film, qui disait qu'il y a beaucoup plus de films qui sortent, et donc le financement est beaucoup plus dur. Il faut être encore plus exigeant. Eh bien, le financement de celui-ci, il a pris beaucoup de temps. Le projet est né en 2005 et 2006, et il ne sort qu'aujourd'hui. Il y a eu 10 ans de gestation, comme j'avais lu, qui ont été nécessaires pour la réalisation du long métrage, qui a été fabriqué sur le sol européen. J'ai lu que c'était un choix politique. Alors, faire un film d'animation, c'est toujours un gros travail, mais je pense que ça l'est encore plus quand on est une petite boîte. Parce qu'elle a moins de personnes, par exemple, pour diviser les tâches de travail. Et ça se remarque tout de suite, le début du film a un nombre incalculable de financeurs et de soutiens. Alors justement, j'ai posé une question à Lian Cho, il m'a répondu. La question était que c'était un film de nationalité française, mais j'avais cependant vu sur le site du festival Annecy qu'il y avait marqué Danemark, avec la participation d'un studio qui s'appelle Norlum, on va dire. Je lui ai posé la question, quel a été son rôle, et est-ce qu'on pouvait éventuellement parler de sous-traitance, c'est-à-dire dans certains rendus particuliers ou une expertise sur un type d'animation en particulier. Alors il m'a dit que voilà, le financement du film devait être d'à peu près 8 millions au départ, s'ils étaient en coprod avec la Belgique et le Luxembourg, qui financent énormément de films, le Luxembourg. Mais voilà, pour centraliser le plus possible les productions, parce que bien sûr, quand on va être financé par un pays, il faut peut-être aussi produire des choses là-bas. Donc ça devenait très compliqué. Donc ils ont choisi de renoncer à cette coprod pour faire baisser le budget à 6,4 millions. Ils ont trouvé des partenaires auprès des Danois, très intéressés par le projet. Et cette partie représente 10% de la totalité du budget. Il m'a tout de suite rassuré, après ce n'est absolument pas de la sous-traitance, ils se sont occupés de 50% de l'animation des personnages, l'autre moitié étant à Paris intramuros. Il y a eu pas mal de Français qui sont aussi allés au Danemark pour bosser sur le film, avec des séances sur Skype qui ont été nécessaires pour accorder les deux équipes. Je lui ai posé une autre question aussi, qu'on pouvait constater, comme je le disais, qu'il y avait beaucoup de cartons au début du film, que le projet avait été compliqué à monter financièrement, ça se voit. Et j'ai été surpris parce que dans les financements, il y avait l'Alsace et la Lorraine. Parce que je suis alsacien, donc voilà. J'ai été surpris de voir la région Alsace. Alors je lui ai posé la question, est-ce qu'ils sont plus ouverts que d'autres régions? Ou est-ce qu'ils ont une enveloppe de soutien de projets plus importante que les autres régions? Pour que voilà, ils aillent tenter de représenter le projet là-bas. Alors bon, il m'a répondu que bien sûr ce n'est pas un financeur, c'est un artiste avant tout. Mais oui, en fait, il n'était pas surprenant de voir des régions participer au financement. Il est extrêmement difficile de financer un film d'animation sans demander l'aide de régions. Alors ils ont demandé à la région bordelaise, Poitou-Charentes aussi. Lorsqu'une région apporte un soutien, on doit dépenser de l'argent là-bas. Je pense que c'est aussi le cas de pays, comme je vous disais avant, Belgique, Luxembourg. Pour Strasbourg, eh bien, ils ont donné de l'argent. Il y a eu des enregistrements de voix et du sound design avec, je crois, un studio qui s'appelle Inner Vision. Ils font beaucoup de doublage de séries et de films aussi, je crois, là-bas. Donc, enregistrement de voix avant l'animation. Ça, c'est important. J'ai généralement l'idée qu'on enregistre les voix après, parce que voilà, je l'assimile aussi au doublage de films d'animation, alors que c'est complètement faux. Ils enregistraient les voix avant l'animation pour permettre aux animateurs de se projeter dans les personnages. Je pense qu'ils ont aussi enregistré tout ce qu'on appelle les bark sounds, je crois, les respirations, comme disent les Américains, les voilà, des trucs comme ça. Voilà, et capter aussi tout plein de sons de bruitage, d'ambiance, du vent, les sons du navire, bien sûr tout ce qui est les poulies, les portes, les craquements qu'on peut entendre sur un navire. Et je lui ai posé aussi la question du coup, voilà, ils ont enregistré des voix, mais est-ce que toutes ces prises étaient définitives? Alors bien sûr que non. Il y a eu des pick-up, il y a eu des dialogues qui ont changé, donc ils ont dû refaire des enregistrements, mais à la fin. Il en résulte une bonne ambiance sonore avec le froid et le vent qui prend vraiment au son, c'est très bien réussi, mais je trouve par contre dans les intérieurs que c'était un petit peu vide.
En fait, j'avais l'impression que c'était vide et du coup, les sons rendaient le tout vachement artificiel. C'est très très difficile bien sûr de bruiter. J'ai essayé une fois de bruiter toute une scène qui était muette, c'est super compliqué. Par exemple, je me rappelle d'une scène où je trouvais que le son était particulièrement faux, c'est quand le bateau tanguait, il me semble. Il y avait des plans sur des ustensiles de cuisine qui se frappaient les uns contre les autres et ça semblait vachement faux au son. Il faut bien comprendre que le long métrage tout entier avait comme mot d'ordre l'épuration et non la surcharge, comme on peut le voir avec des productions de Disney. Je pense que Zootopia, le prochain Disney, est un film de surcharge. Ça se voit dès le début. Dès la bande-annonce, tu vois que c'est surchargé de détails, de petites choses, alors que là, pas du tout. C'est vraiment très épuré. Un film d'animation n'a pas de rush. Bien sûr, ça vous le savez. Et donc, il y a tout un système, tout un processus d'animation qui est compliqué, que je vais essayer de détailler un petit peu. Pour commencer, on fait un storyboard. Donc voilà, une sorte de BD, si je devais faire c'est plus simple. Étant donné que c'est un film qu'on va réaliser, eh bien, on va les monter dans un logiciel de montage. On va monter le storyboard avec du son. Je pense pas un son définitif, pas un son complet, mais on va montrer une maquette visuelle et sonore pour vérifier les corrections du minutage, la pertinence des raccords, peut-être trouver encore des financeurs, on leur présente le projet déjà, la gueule que ça va avoir avec le storyboard et les différents sons. On monte avant de tourner pour savoir ce qu'on va dessiner. On sent un début d'inspiration dans l'épuration par rapport au design graphique d'un film sur lequel Rémi Chaillet a été assistant réalisateur, Brendan et le secret de Kells. Alors, je ne connaissais pas du tout, je me le suis dégoté, c'est vachement bien. Ce n'est pas du tout le même type d'animation, mais c'est encore ce mot d'ordre d'épuration qu'on retrouve dans les deux films. C'est un travail sur écran et non sur papier. C'est un dessin dans le travail de composition qui a... Alors ça, je l'avais vu en making-of, ça m'a beaucoup surpris, mais encore une fois, je ne fais pas de film d'animation, j'ai jamais vu comment on en faisait, donc j'ai du mal à le concevoir, mais c'est vrai que c'est juste. Ils font un dessin plus large pour cadrer à l'intérieur. Et maintenant, je pense, j'avais fait une analyse de Astérix chez les Bretons, et bien dans cette scène, on a aussi des panoramiques et des mouvements de travelling dans le plan. Ça veut dire que le plan est plus grand que ce que nous avons dans le cadre quand on regarde le film. Et ça leur permet de faire des mouvements. Voilà, ça c'est une petite technique, on le voit très bien dans le making-of. C'est une animation qui est peu démonstrative. Ce sont des aplats de couleurs, avec des dégradés. Un parti pris osé de couleurs, un parti pris de lumière aussi, qui est bien retranscrit dans leur esthétique. Un soin aussi du décor, c'est évident. Même si le trait de contour n'est pas présent, le parti épuré des couleurs, ça peut refroidir bien sûr, mais on s'y habitue vite. Les mains et les visages sont réduits au minimum. On enlève le trait de contour, ça m'a gêné au début. Donc pour faire passer les émotions, c'est plus compliqué. Les animateurs disaient qu'il faut donner un maximum d'émotions dans un minimum de dessin, à ce que j'ai lu. On crée un mouvement fort de sens, par exemple. Dès que le personnage bouge, ça peut indiquer quelque chose. Par exemple, il y a une scène où il y a le père de Sacha qui s'énerve au début du film, dans la serre, par exemple, dans cette fameuse scène d'engueulade. Eh bien, il y a une violence du personnage parce qu'il s'agite beaucoup. Et c'est un moment vraiment très violent, mais parce que, voilà, tout d'un coup, on le voit bouger dans le plan avec grande violence. On fait passer de l'émotion par le geste et par le dessin du mouvement. J'ai lu que, afin de faciliter la cohésion générale du film, eh bien, il y a eu des duos qui ont été construits, se composant d'un animateur en charge du dessin et d'un dessinateur d'animation en charge du produit final, réinterprétant le travail de l'animateur. Il y a eu aussi une parité homme-femme, à peu près 40 personnes qui ont travaillé pendant 1 an. Ce sont des informations que je trouve sur le web, je ne suis pas sûr si c'est juste, alors je lui ai posé la question à Lian Cho. Comment avez-vous procédé pour animer ? J'ai entendu généralement qu'il y a 2 grandes écoles, celle américaine et celle japonaise. L'américaine se rapproche plus du Fordisme, donc un travail où chaque animateur fait une chose bien spécifique et le passe au suivant. Le travail japonais est plus communautaire, tout le monde se concentre sur le dessin, tous ensemble. Alors je lui ai posé la question, quel modèle peut le mieux correspondre à votre projet, car il travaillait quand même à l'économie. Il devait trouver une méthode simple et économique. Donc, il m'a dit que c'était une approche un peu plus japonaise, car le dessin prend beaucoup de temps, surtout qu'avec ce rendu en aplat,
Flash, donc le logiciel Flash, était parfait pour ça. Mais par contre, il me disait qu'il voulait miser au maximum sur les émotions, sur la justesse des expressions des visages. Ils ont fait ce qu'ils ont pu à ce niveau-là. Pour la méthode, c'est un peu un mix de l'école américaine et japonaise. Il y a d'abord le layout posing. Les artistes doivent, à partir du storyboard qui est très brouillon, placer une ou deux poses du personnage dans le décor, et d'une manière très précise. Ils doivent veiller à la composition de l'image aussi. C'est une étape très importante pour que les animateurs ensuite animent avec une bonne base, donc le posing. Chaque animateur a une séquence où il anime tous les personnages, alors que la méthode américaine est qu'on a une équipe par personnage. C'est ça aussi la nuance et qui est très juste, je le remercie de l'avoir expliqué comme ça. Il me disait ensuite que ça permet à l'animateur de contrôler la chorégraphie et la cohérence entre tous les personnages. Et aussi voir la séquence dans son ensemble et non juste sur un plan ou sur un personnage. Il peut alors concentrer son énergie sur les plans importants et économiser sur des plans moins importants narrativement. Il anime au trait. Ensuite, il y a une équipe de dessinateurs d'animation qui s'occupe du rendu en aplat à partir des dessins des animateurs. Alors ça, ce sont des témoignages que je trouve très intéressants parce que voilà, moi j'ai travaillé sur Disney, mais j'ai jamais pu vraiment discuter avec quelqu'un qui a vraiment travaillé sur des films d'animation. Alors là, c'est des petites informations qui sont formidables. Alors, vraiment, merci. Je vais lui poser plein d'autres questions encore. Alors, question de logiciels, moi ça m'intéresse aussi de savoir quels sont les logiciels qu'on peut trouver, qu'on peut éventuellement acheter et qui sont à la portée de n'importe qui pour faire de l'animation. Alors je lui ai posé la question, est-ce que ce sont les logiciels utilisés dans la suite Adobe, ou y en a-t-il des spécifiques? Alors il m'a dit que le logiciel principal c'était Flash pour le storyboard, le layout décor et voilà les personnages, animation, finalisation des dessins de l'animation. Les couleurs des décors ont été faits avec Photoshop et le compositing sur After Effects, donc c'est-à-dire composer le tout avec bien sûr les effets de multiplane. Ça, vous multiplane, si vous me suivez, vous savez ce que c'est que le multiplane. C'est donc ces effets de premier plan, deuxième plan pour créer de la profondeur de champ. Et aussi, chose importante, les bateaux dans ce film sont en 3D. Quand ils bougent, ils ont utilisé le logiciel Maya. Je lui ai posé la question pour ces bateaux 3D. Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières dans le film qui ont été faits avec de la 3D? J'ai pensé particulièrement à des images sur la machinerie du bateau. Et est-ce qu'ils ont procédé comme les films Basile, détective privé ou Bernard et Bianca au pays des kangourous, c'est-à-dire un trait en 3D, mais sans dessin, puis un coloriage des zones par la suite? Je lui ai demandé si éventuellement ça avait un nom particulier. Il m'a dit que bien sûr la machinerie est en 3D comme le bateau, le fiacre aussi. Cette technique où on modélise en 3D puis un rendu en 2D s'appelle le cel shading. Donc ça vous retrouvez souvent dans les jeux vidéo le cel shading. Bien ici on l'utilise aussi pour de l'animation. Dernière question que je lui ai posée aussi, alors des fois, dans le film, j'avais l'impression qu'il y avait eu des saccades, dans l'animation. Quand elle arrivait particulièrement dans la salle de son grand-père, on la voit à travers les vitres d'une commode, et là j'avais l'impression qu'elle se déplaçait par à-coups. C'était très bizarre, et je lui ai posé donc la question suivante, est-ce que ça vous est arrivé de faire pour un mouvement de personnage, peut-être moins d'animation, d'image donc, sur 1 seconde? Et il m'a dit un truc qui m'a surpris, c'est que la majorité du film est à 8 images par seconde, comme la plupart des animés japonais. Disney étant généralement 12 ou 24. Alors ça m'a surpris. Encore une fois, là j'apprends un truc, c'est formidable. Voilà, il peut y avoir des moments de saccade, notamment à cause des mouvements de caméra, ça je veux bien le croire. Bien sûr, c'est très difficile de tout contrôler. Je suis totalement d'accord avec lui, mais ça je ne savais pas, que c'était à 8 images par seconde, qu'il n'y avait pas une norme de 24 images par seconde pour l'animation. Donc ça ça m'a surpris. Et là j'ai appris un petit truc supplémentaire. Donc je te remercie encore une fois pour avoir répondu à mes questions. Je n'avais jamais rencontré, discuté vraiment de l'animation avec quelqu'un dont c'est le métier. Donc tu as répondu, vraiment merci beaucoup, et ça m'a permis d'être plus clair avec certaines notions et une certaine organisation autour de l'animation. Je terminerai rapidement avec la musique qui accompagne très très bien avec des airs au violon. Alors, une musique très agréable qui m'évoque celle d'un jeu indépendant, d'un jeu vidéo indépendant, la musique de Austin Vittori dans
Journey. C'est un petit jeu indépendant, ça m'a fait énormément penser à ce jeu-là. Dans la musique, dans les thèmes, c'est très troublant. Elle marche très très bien, c'est très agréable. Pour conclure, eh bien, un long métrage en 2D, aussi prévisible que positif. C'est un grand récit d'aventure épique qui est pour les petits, mais aussi pour les grands, à regarder en famille. Je lui donnerai les notes, ça vient bien sûr, mais je lui donnerai un bon 14,5 sur 20. Parce que c'est réussi, et surtout, il faut de l'audace pour créer un film d'animation en 2D, voilà, qui essaye de trouver son chemin dans ce milieu où il y a des blockbusters écrasants. En animation pour les petits, c'est très difficile. Et là, c'est quand même un bon travail et c'est vraiment très bien de toujours tenter de faire aussi des productions qui ne sont pas, qui sont à petit budget. Faire un film d'animation à petit budget, je crois que c'est pas facile aujourd'hui. Et encore plus, quand on a des mastodontes qui arrivent comme ça avec leurs gros souliers, il faut essayer de se placer entre deux feux et c'est pas évident. Donc oui, moi je trouve que c'est vraiment une très belle initiative, un très beau récit. Et je lui souhaite d'avoir, même si c'est peut-être trop tard déjà de faire cette critique maintenant pour des sorties en cinéma qui sont de plus en plus réduites pour le film, je souhaite que le film puisse aussi avoir une bonne vie avec les différents supports de VOD, de Blu-ray ou de DVD. Et je vous invite aussi, s'il est encore en salle, là où vous êtes, d'aller le regarder. Comme je le disais au début de la vidéo, ça m'a montré à quel point j'étais standardisé. Et c'est bien aussi de revenir un petit peu à des bases plus saines et plus simples. Parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, le cinéma américain, c'est tout boursouflé. C'est un mutant, c'est un hybride extrêmement puissant et violent. Dans l'animation, dans le traitement, les effets spectaculaires de particules, vraiment le truc, la démo technique à mort, quoi. Que ça soit n'importe quel studio, c'est très très démonstratif. Ici, ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est bien, pour qui que ce soit, et en plus les gens qui aiment bien l'animation, de revenir à des bases plus simples, pour se rendre compte aussi des décalages qu'on peut avoir. Donc je vous invite à regarder Tout en haut du monde, si vous le pouvez. Je remercie Liane Chohan pour la petite interview, pour avoir répondu à mes questions, merci beaucoup, et je vous souhaite à toute votre équipe du coup d'avoir du succès avec ce film-là. En plus, je trouve qu'en succès critique, vous avez plutôt été vernis, donc c'est plutôt bien. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi vous, mes abonnés, pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez vu le film, à commenter ce que vous avez trouvé d'intéressant dans le film. S'il vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!